L'invité du 20h à présent, il s'agit du professeur Mamadou Aliou Diallo, maître de conférence droit public à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, formateur également à l'ENAM. Monsieur Diallo, bonsoir. Bonsoir. Alors, monsieur Diallo, nous allons démarrer par l'actualité politique avec l'affaire Khalifa Sall. Comment analysez-vous les derniers développements de cette affaire? Cette situation est-elle en train de mener vers une impasse? Oui, je vous remercie d'avoir eu l'amabilité de m'inviter sur votre plateau. Effectivement, cette question aujourd'hui, je pourrais l'appeler comme ça, donne du fil à retordre pour les juristes que nous sommes. En réalité, il faut bien comprendre que cette situation elle est un tout petit peu difficile dans la mesure où Khalifa Sall a été appréhendé par la justice. On lui reprochait d'avoir, entre autres, détourné des fonds, entre autres, utilisé ce qu'on peut appeler des régies d'avance. Et donc, ça posait des problèmes. Pour cette raison, il a été traduit devant, en tout cas, dans la justice, n'a pas encore été entendu par un juge, donc il a été sous mandat de dépôt. Et pendant qu'il était sous mandat de dépôt, on a eu l'occasion justement d'organiser des élections, à l'occasion desquelles Khalifa Sall a postulé, donc ce qui signifie qu'il n'était pas encore dans les liens de la détention, donc en tout cas aucune charge n'a encore posé sur lui par le biais d'une décision de justice. Puis il a brigué les suffrages, il a accédé justement aujourd'hui au poste de député. Ce qui aurait pour conséquence, dans la mesure où la loi lui permettait d'être présenté comme étant un candidat et il a été donc nommé, il a été élu député, il aurait été tout à fait logique qu'il puisse être délié des liens de la détention. Alors, c'est ce qui justifie cette difficulté à laquelle nous faisons face. Donc, on a refusé, dans un premier temps, de le sortir en tant que député. Et aujourd'hui, ça signifie qu'on nie donc sa qualité de député. Et aujourd'hui, on va jusqu'à demander à ce qu'on lève son immunité parlementaire, ce qui signifie qu'aujourd'hui, implicitement, on reconnaît sa qualité de député. Il aurait fallu, dans un premier temps justement, de le mettre en liberté provisoire, de temps que la procédure puisse justement être enclenchée. On aurait aujourd'hui, dans ce cas de figure, voulu en tout cas remettre en cause, en tout cas lever son immunité parlementaire, ce serait dans la logique des choses. Voilà, mais actuellement, il y a une commission ad hoc qui a été mise sur pied, qui devait se rendre cet après-midi à Rebos pour l'auditionner, et finalement, ils ne se sont pas présentés. Alors, d'où ma question. Et ces situations, quand même, on dirait que maintenant, ça mène à l'impasse. Oui, parce que déjà, Khalifa ne souhaite pas les recevoir tant qu'il est sur les liens de la détention. Voilà, il faut bien comprendre également la situation, parce que même cette commission, la formation de cette commission pose aujourd'hui problème. Vous savez, Maître Madi Kenya a été pressenti pour être membre de cette commission, commission de laquelle il a démissionné. Alors, ce qui fait qu'aujourd'hui, tant qu'il n'a pas de remplaçant, la question se pose de savoir quelle est la validité de cette commission. Est-ce que celle-là est tout à fait qualifiée pour entendre Khalifa Sall et à la suite de quelle entente on pourrait éventuellement lever son immunité parlementaire. Donc cette question, elle est aujourd'hui... Et juridiquement parlant, même Khalifa Sall peut-il être auditionné en étant sous les liens de la détention? Voilà, auditionné parce qu'un détenu auditionné pour des faits, aujourd'hui qui ont été reprochés depuis le mois de mars, c'est comme ça, depuis le mois de mars dernier, oui, aujourd'hui ça peut paraître un tout petit peu, permettez-moi l'expression, une bizarrerie juridique. Ça pose des difficultés d'entendement juridique. Une bizarrerie juridique. Et tout cela se passe dans un contexte de dialogue politique initié par le gouvernement, justement. Ce dialogue, une opposition dite significative, même l'a boycotté. Est-ce que vous pensez que, quand même, ce dialogue est bien parti pour réussir? Il faut bien comprendre également la situation, la lire à partir justement, si vous voulez, des élections législatives qui ont eu lieu, qui ont aujourd'hui modelé ce qu'on peut appeler le paysage politique du Sénégal. À l'occasion des élections, vous vous rappelez, il y avait eu ce qu'on pourrait appeler les fameuses circulaires qui avaient été prises pour donner ce qu'on pourrait appeler des ordres de mission pour permettre à certains de voter à Dakar. Voter à Dakar, ça signifie donc ce qui signifie des personnes qui devaient en principe voter dans leur lieu de vote normaux, mais ils n'ont pas fait. Ça a frustré un tout petit peu l'opposition parce que c'était un tout petit peu cousu de fil blanc, parce que les sondages donnaient, en tout cas le camp de Khalifa Sall gagnant à Dakar. Si seulement ces lettres de mission se focalisent, en tout cas se convergent vers Dakar, ça signifie qu'on avait la volonté aujourd'hui d'utiliser des moyens, peut-être qui jurent un tout petit peu avec le droit pour pouvoir justement... Mais est-ce que c'est une raison de refuser le dialogue? Voilà, c'est un premier élément. C'est pour montrer
comment on a figé, en tout cas, les deux partis. Donc, vous voyez également à l'occasion des élections, après les élections, qu'est-ce qui s'est passé? Les deux parties, chacune d'entre elles, a été en justice pour contester les résultats de Dakar, les autres les résultats de Touba. Et qu'est-ce qui en est sorti? Le juge peut-être a trouver un équilibre à partir duquel il n'a donné raison à personne finalement. Donc les résultats sont ce qu'ils sont. Si vous y ajoutez aujourd'hui la détention de Khalifa Sall, les ingrédients sont tout à fait présents. Il y a un ministre de l'Intérieur qui fait partie de l'APR. Voilà, tout de suite. Donc vous voyez donc les positions qui sont exacerbées, c'est qui amènent aujourd'hui certains à se braquer en se disant que quelqu'un qui agit comme ça ne souhaite pas en réalité le dialogue. Je ne peux pas appartenir à un parti politique que les miens soient dans les liens de la détention, et détention dont la légalité que je conteste, dont je considère la légalité, et ensuite venir m'asseoir autour d'une table pour pouvoir discuter politique, surtout avec une autre partie du pouvoir, ce serait un tout petit peu contradictoire. On pourrait donc expliquer. Maintenant, de notre côté, on pourrait comprendre également que le président de la République, après tous ces soubresauts qui ont eu lieu, puisse en tout cas vouloir amener tout le monde autour de lui, autour d'une idée, autour d'un consensus, parce que c'est sénégalais également. Et justement, quelle était la conduite à adopter de sa part pour réunir tout le monde autour d'une table? Réunir tout le monde, c'est justement faire en sorte que les partis d'opposition ne se braquent pas contre le président de la République par rapport justement aux faits et gestes quotidiens. Aujourd'hui, qui ne militent pas en faveur de ce qu'on peut appeler une convergence de vues, en tout cas, les ingrédients pour un dialogue social apaisé, à mon avis, ne sont pas tout à fait réunis. Voilà, nous allons parler de toute autre chose. On va parler de Khalifa Sall, un autre parlementaire dans la difficulté. Il s'agit de Cheikh Tidiane Gadio qui a été arrêté aux États-Unis pour une histoire de corruption. Déjà, quel commentaire faites-vous de cette histoire? Oui, il faut constater, comme vous le dites bien si bien, cette histoire et la regretter un tout petit peu, parce que vous le qualifiez de parlementaire, mais il a une fois été justement chef de la diplomatie sénégalaise. Donc il a eu ce qu'on pourrait appeler avoir des responsabilités à la haute sphère de l'État, ce qui aujourd'hui fait en sorte que les Sénégalais sont un tout petit peu perplexes par rapport aux faits et gestes de quelqu'un qui est d'abord un représentant de la nation, qui plus est à une fois donc diriger ce qu'on pourrait appeler à la diplomatie sénégalaise. Que ce soit des faits de corruption, si ces faits sont avérés, donc ça porte un préjudice, un grand préjudice à ce qu'on pourrait appeler à la respectabilité même de nos institutions. Maintenant, il faut comprendre que le Gadio, on le dit, il faut le vérifier, bénéficie de ce qu'on peut appeler la nationalité américaine. Nationalité américaine, en réalité, qui punit très sévèrement les faits et gestes que l'on attribue aujourd'hui à Gadio, c'est-à-dire les faits de corruption. Donc, étant citoyen américain, il est censé connaître la loi américaine et par conséquent, s'il l'enfreint de toute façon tout à fait... Et justement, les enquêteurs le soupçonnent de jouer un rôle de lobbyiste auprès de N'Djamena. Justement, est-ce qu'un rôle de lobbyiste est illégal? Un rôle de lobbyiste, il faudrait mettre un contenu dans ce lobby. Parce que je disais tout à l'heure que c'est un citoyen américain. Il a cette casquette-là. Aux yeux d'un citoyen américain qui fait du lobby contre les intérêts du pays dont il a la nationalité, c'est contre nature. Parce que vous savez que c'est contre les intérêts de son pays, mais ça signifie quoi? Au profit justement de rivales aujourd'hui des États-Unis d'Amérique, qui se trouve être la Chine. Ça pose un sérieux problème. Maintenant, du point de vue également de l'envergure de M. Gadio, à mon avis, des actes comme cela que vous avez qualifiés de façon tout à fait diplomatique, voilà, vous comprenez, donc ça pose beaucoup de problèmes. Un magistrat les aurait qualifiés peut-être autrement, dans la mesure où ce sont des faits matériellement qui sont bannis par la loi américaine. Et comme tant qu'il a la casquette américaine aujourd'hui, on se dit qu'il a commis une infraction qui est tout à fait répréhensible. Et s'il s'avère coupable dans cette histoire, quel avenir politique pour lui? Voilà, il faut bien comprendre maintenant que c'est un citoyen américain, certes, mais également c'est un citoyen sénégalais, qui plus est député à l'Assemblée nationale. À mon avis, il existe ce qu'on pourrait appeler une possibilité pour la diplomatie sénégalaise de se mettre en branle pour faire en sorte qu'il puisse y avoir un modus vivendi avec les États-Unis d'Amérique pour pouvoir faire en sorte que M. Gadio puisse être sorti de ce mauvais pas. Ça, c'est la diplomatie sénégalaise qui pourrait être mise
mise en place. Maintenant, si d'emblée les Américains considèrent que c'est un Américain et qu'en tant qu'Américain, il a commis une infraction aux États-Unis d'Amérique, lorsqu'il est traduit devant le juge, il n'a pas moins de 20 ans de prison. Et dans ce cas de figure, il faudrait mettre une croix sur sa carrière politique. Voilà, cher Tidiane Gadio, qui nous dit-on devrait être libéré sous caution lundi. Et ça reste à voir. Nous abordons la question libyenne avec la vague d'indignation qu'a suscité ce pays avec nos frères africains transformés en esclaves. Est-ce qu'on peut dire que nous sommes tous coupables dans cette histoire? Oui, là, cette situation, à mon avis, il faut la lire de cette façon-là. Ce fait-là, aujourd'hui, qui consiste à vendre des personnes humaines au XXIe siècle, n'est que le résultat, si vous voulez, d'une politique au pluriel public qui ont été celles des États africains depuis un certain temps. Parce que pourquoi? Si vous voyez qu'aujourd'hui, des jeunes puissent avoir la volonté de braver la mer, de braver vents et marées pour pouvoir aller dans ce qu'on pourrait appeler, de façon peut-être trompeuse, un Eldorado, je dis que ça signifie que chez eux, ils n'ont pas ce qu'ils auraient souhaité. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, les politiques publiques dans les pays africains ne sont pas suffisamment porteurs d'espoir pour ces jeunes-là. Ça traduit quelque part les politiques en matière d'emploi. Les politiques en matière d'emploi, mais c'est chez les jeunes. Mais autre chose également, il faudrait bien lire la situation, parce que la situation s'est présentée où? Dans un pays qui s'appelle Libye. Je ne dis pas État. Mais il ne s'agit pas aujourd'hui d'un État. Parce que la Libye, depuis la chute de Muammar Kadhafi, est devenue un no man's land. Ça signifie quoi? Une société dans laquelle il existe un territoire bien déterminé, où il existe des clans. Ce n'est pas une population qui est homogène comme celle du Sénégal, où il existe des clans qui sont des clans rivaux, qui se battent aujourd'hui. Donc, la communauté internationale qui était venue justement en Libye, soi-disant pour mettre un terme à ce qu'on pourrait appeler la dictature de Kadhafi, aujourd'hui, on remplace cette dictature par un chaos économique, par un chaos social. La communauté internationale, donc, il faut également la mettre au banc des accusés pour dire que vous êtes responsable de cette situation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, des individus peuvent s'adonner à des pratiques qu'on croyait être bannies depuis très longtemps dans l'histoire, c'est-à-dire la traite des êtres humains, ce qui est tout à fait un scandale. Et d'ailleurs, certains demandent même à ce que le président français qui était à la tête de cette initiative soit même traduit en justice. Oui, effectivement, il faut le dire, parce que vous savez, jusqu'à présent, on n'a pas tiré encore toutes les conséquences justement du chaos qui a été celui de la Libye. Vous savez, à un certain moment donné, ce ne sont pas des Libyens eux-mêmes qui se sont levés pour lutter contre Kadhafi, mais ce sont des personnes qui ont été instrumentalisées par certains pouvoirs occidentaux pour pouvoir, à partir de Benghazi, remettre en cause l'ordre public qui a été celui de la Libye. Et par conséquent, il faut bien comprendre cette situation-là et la mettre en lien avec aujourd'hui ce qui se passe, c'est le chaos, c'est l'absence d'État, parce que l'État a pour mission justement de protéger la personne et les biens des personnes qui se trouvent sur son territoire, y compris les étrangers. Et pour les nationaux d'abord, mais également les étrangers, parmi lesquels aujourd'hui, malheureusement, on va citer les migrants. Donc ces migrants sont entrés dans un no man's land, dont l'origine, tout le monde la connaît, et par conséquent, il faut le constater pour le regretter, pour dire qu'aujourd'hui, nous avons du fil à retordre également par rapport à cette question-là. Voilà, avant de vous lâcher, une dernière question sur la chute de Mugabe après 37 ans de pouvoir. C'est une histoire qui se tourne. Une grande histoire qui se tourne. Parce que vous savez, on présente aujourd'hui Mugabe comme étant un despote, quelqu'un qui n'est pas respectueux des principes démocratiques. Mais il faudrait que l'histoire également retienne que Mugabe a lutté personnellement, physiquement, corps et âme, pour la libération de son pays, pour l'accession de son pays à la souveraineté internationale. Le tort de Mugabe, c'est quoi? C'est que lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il a voulu créer ce qu'on pourrait appeler un ordre économique qui était basé sur la souveraineté permanente de Zimbabwe, sur ses ressources naturelles. Autrement dit, en faisant en sorte que pendant la colonisation, les 5% de la population blanche qui maîtrisait l'ensemble, les 95% du territoire, que cette situation, que l'équation soit inversée, que ce soit plutôt les autochtones zimbabwéens qui puissent alors avoir la maîtrise de ce sol-là, donc les ressorts même de l'économie. Ce qui n'a pas plu à l'ancienne puissance coloniale et justement également à ses alliés. Ce qui fait que, permettez-moi l'expression, on lui a serré les vis, on l'a empêché donc de pouvoir propulser un développement économique et social. On a créé justement au Zimbabwe ce qu'on avait créé
en Guinée, lorsque Sékou Touré disait un non par rapport au référendum de Gaulle, rappelez-vous tout ce qui s'est passé là, le monde occidental a serré les vis, on a mis à terre toutes les institutions, toutes les ressources ne pouvaient plus être exploitées. Les résultats, vous le connaissez. La Guinée, qui est un pays très riche d'un point de vue potentiel, est devenue le dernier pays d'un point de vue économique. C'est cette situation-là aujourd'hui qui a été la situation à laquelle a fait face Robert Mugabe. Maintenant, l'usure au pouvoir a fait que Mugabe, en réalité, ne pouvait pas aujourd'hui garder la tête froide et pouvoir dire que je vais diriger mon pays en respectant les règles de la démocratie. Justement, en parlant d'usure au pouvoir, on peut dire que c'est une alerte pour plusieurs chefs d'État qui restent sourds et aveugles devant les exigences d'une jeunesse qui vit aujourd'hui dans un nouveau monde. C'est tout à fait, c'est une belle remarque. La remarque, elle ne vaut pas seulement pour Mugabe, elle vaut également pour des chefs d'État, peut-être de la région, mais également de l'Afrique centrale, qui se sont éternisés au pouvoir. Donc, également d'autres chefs d'État qui ont rendu ce pouvoir, on a fait de ce pouvoir un pouvoir héréditaire, des individus qui sont omnipotents, aujourd'hui qui créent un parti unique de fait dans leur propre pays et qui ne veulent pas justement quitter le pouvoir. Ça pose beaucoup de problèmes. Je ne vais pas vous faire un dessin pour vous dire quels sont les chefs d'État en question. La modestie fait que je ne voudrais pas justement nommément désigner des individus. Merci M. Diallo, c'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de 20h de la TFM. C'est moi qui vous remercie. Voilà, c'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information. Ce sera à 0h avec le tout en images. Excellente suite de programme en compagnie de la Télé Futurs Médias. Au revoir.